24 avril 2014. À bord de son jet privé, un patron heureux. Il vient de réussir un gros coup. Entamer en secret la vente d'une des plus grandes entreprises françaises. Mais avant même d'atterrir au Bourget, il déchante. L'accord a fuité, révélé par la presse. Surtout, il sait qu'au gouvernement, un homme l'attend de pied ferme. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, le somme de s'expliquer. Comment a-t-il osé vendre sans consulter l'État? Il doit annuler. Le PDG refuse et brandit la menace d'un plan social. Le ton monte. Le ministre lui rappelle qu'il a déjà fait plier d'autres patrons et leurs grands rêves. Lui sera le prochain. Ce bureau, ce ministère, c'est la dernière fois qu'il y met les pieds. 2 mois plus tard, à l'issue d'un duel acharné, les deux hommes se retrouvent. Même bureau, mais autre ambiance. Le ministre se tient là, debout et droit, mais il est sonné et vaincu. Il a perdu son bras de fer avec le PDG. Sa défaite est aussi celle de la France. Ce PDG, c'est Patrick Cron. L'entreprise vendue à l'Amérique, au mépris de l'État français, c'est Alstom. Une vente conclue dans des conditions dignes d'un roman d'espionnage, loin des regards et de l'opinion publique. Une vente qui porte un coup terrible à l'industrie française et à son indépendance énergétique. Aujourd'hui, un silence assourdissant plane sur cette véritable affaire d'État. En 2010, la justice américaine lance une vaste enquête sur Alstom. Elle soupçonne l'entreprise française d'utiliser la corruption depuis plus de 10 ans pour remporter des contrats dans de nombreux pays. Leur premier soupçon porte sur le versement de pots de vin à des membres du gouvernement indonésien pour la construction d'une centrale. Mais Alstom refuse de coopérer avec la justice américaine. L'enquête se poursuit toutefois et s'étend à d'autres cas suspects, à Taïwan, en Arabie Saoudite, en Égypte et aux Bahamas. La corruption se révèle à travers le globe comme une pratique élaborée et systématique d'Alstom. Pourquoi ce cas est emblématique? C'est qu'effectivement, sur une bonne dizaine d'années, il y a eu effectivement de nombreux cas qui ont attiré l'attention de la justice. En fait, le département de la justice américain n'a pas été le premier à s'intéresser à Alstom. Très exactement, en 2007, le Mexique a condamné Alstom pour des faits de corruption. L'Italie, en 2008 ou 2009, je crois, a condamné Alstom à nouveau pour des faits de corruption et cette fois-ci a condamné à de la prison avec sursis certains responsables, 4 responsables du groupe. Déjà condamné à l'étranger, on peut s'étonner qu'Alstom se permette de rejeter d'un revers de la main les poursuites américaines. Les dirigeants d'Alstom sont manifestement convaincus que le département américain n'a pas autorité pour juger de faits survenus hors du territoire des États-Unis. C'est toute la question de l'extraterritorialité du droit américain. La juridiction américaine considère qu'à partir du moment où une entreprise a une filiale importante, réalise des activités significatives aux États-Unis, elle doit obéir aux lois américaines. La loi américaine, en l'occurrence, c'est le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA. Il permet au département de la justice, le DOJ, de poursuivre une entreprise étrangère pour des faits de corruption survenus hors du sol américain, tant que cette entreprise a un lien déterminé avec les États-Unis. À partir du moment où vous utilisez le dollar, vous êtes susceptible de tomber sous le coup de la justice américaine. Mais les critères de rattachement sont aussi beaucoup plus subtils. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez par exemple un système de communication dont l'hébergeur, dont les serveurs sont américains, à partir du moment où vous utilisez pour une transaction commerciale des outils, par exemple un smartphone, dont un certain nombre d'éléments sont américains, eh bien vous pouvez tomber sous le coup de la loi américaine. Et beaucoup d'entreprises qui pensent, parce qu'elles ne travaillent pas aux États-Unis, parce qu'elles ne travaillent pas en dollars, ne pas tomber sous le coup des lois américaines, se trompent, elles y sont exposées comme d'autres. Suite au refus d'Alstom de coopérer, les poursuites du département de la justice s'intensifient. En avril 2013, alors qu'il se rend aux États-Unis, Frédéric Pierucci, un des cadres historiques d'Alstom, est arrêté. À la sortie de l'avion, il est arrêté, menotté, sans quasiment aucune explication, et il va être détenu pendant 14 mois dans une prison de haute sécurité. D'ailleurs, on peut le dire, avec des droits personnels et des droits de l'homme qui ont été totalement bafoués d'une manière éhontée. Mais là, on est typiquement dans une pression très forte en disant à Patrick Cron, voyez, le prochain, ce sera vous. Frédéric Pierucci n'est pas le seul interpellé.
3 autres employés d'Alstom, parfois à la retraite depuis des années, sont entendus par la justice américaine. Ils plaident coupables pour fait de corruption. Le dossier constitué à charge contre Alstom devient accablant. Donc ça sent le roussi. On commence à parler d'une amende possible de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Ce qui, pour Alstom, les mettrait à genoux. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où ils ont décidé de prendre langue avec General Electric. Paris, 9 février 2014. Dans le luxueux hôtel du Bristol, Patrick Cron rencontre le PDG de General Electric. Première rencontre, premier face-à-face entre les deux hommes. Patrick Cron est tendu. Avant tout, il veut vendre. Il espère sortir Alstom, autant que lui-même, des griffes de la justice américaine. Cron pose donc une condition à la vente. General Electric endossera le paiement de l'amende à la place d'Alstom. Le PDG de General Electric accepte et s'y engage. Patrick Cron peut sabler le champagne. Il a fait d'une pierre deux coups. Alstom est vendu et ses déboires économiques autant que judiciaires s'évaporent dans le ciel américain. Si ça se trouve, le département de la justice pourra même reporter le paiement de l'amende. Pour Patrick Cron, à ce moment précis et de façon irréversible, Alstom devient américain. Et c'est là que le deal se noue. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, pourquoi le General Electric? Parce que Patrick Cron espère que le General Electric va régler le problème des poursuites du DOJ. Hein. Ce que le General Electric lui laissera entendre. L'étau a commencé à se resserrer autour de Patrick Cron et son équipe. Et ils ont commencé à comprendre que s'ils n'acceptaient pas de payer une amende aux autorités américaines et bien évidemment de vendre la société à General Electric, eh bien, ils allaient passer à la trappe et être poursuivis en justice. Alors, ça aurait voulu dire quoi? Ça veut dire que si Patrick Cron avait refusé de vendre, il aurait été poursuivi à titre personnel, il serait resté sur le territoire français, ce serait devenu un fugitif, parce qu'il y aurait eu une demande de Interpol de la part des autorités américaines, et il aurait été contraint de vivre jusqu'à la fin de ses jours sans quitter le territoire national. Ça leur a permis d'annoncer d'abord que l'entreprise aurait des amendes extrêmement fortes, mais surtout d'annoncer que les dirigeants de l'entreprise auraient des problèmes personnels, ne serait-ce que quand ils iraient aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être arrêtés, mis en prison aussi. Donc si c'est pas des moyens de pression, je sais pas ce que c'est. Donc devant de telles pressions et probablement devant l'absence de soutien des autorités françaises, parce que le gouvernement, à quelques très rares exceptions près, n'était absolument pas préparé pour répondre à un tel rapport de force, à un tel bras de fer avec les autorités américaines, eh bien finalement Patrick Cron a décidé de passer sous les fourches codines des États-Unis. Malgré l'arrestation de plusieurs cadres d'Alstom, Patrick Cron et son équipe se rendent en effet aux États-Unis à plusieurs reprises, à partir de mars 2014. Jamais interpellés ni inquiétés, ils poursuivent en paix le processus de vente avec General Electric. Difficile d'imaginer qu'au même moment, Frédéric Pierucci est incarcéré depuis 1 an, et que des cadres d'Alstom sont embarqués par le FBI dès qu'ils posent le pied sur le sol américain. Au point que le directeur juridique d'Alstom conseille alors vivement à ses dirigeants de ne plus se rendre aux États-Unis. Mais étrangement, Patrick Cron reste le bienvenu. General Electric a obtenu des assurances que ces négociations pourront se dérouler correctement. En France, toutefois, on commence sérieusement à se questionner sur l'étonnante liberté de Patrick Cron d'aller et venir aux États-Unis. Il faut aussi rappeler les faits. Dans le cas Alstom, c'est la 5e fois que General Electric fait de la croissance externe, c'est-à-dire de l'acquisition d'entreprises étrangères, en s'appuyant sur la justice américaine et les lois du FCPA. De fait, General Electric n'en est pas à son coup d'essai. En 10 ans, l'entreprise américaine a racheté 5 sociétés poursuivies par le département de la justice pour fait de corruption. À chaque fois, le schéma est le même. Une enquête à charge est menée par la justice et le rachat intervient sous la menace d'une condamnation avec amende, ainsi évitée. Ces entreprises sont américaines, britanniques et françaises. L'amende de 26 millions de dollars payée par la société Vedco Gray en 2007, après avoir été rachetée par General Electric, est qualifiée alors de plus grosse amende jamais infligée par le Foreign Corrupt Practices Act. 8 ans plus tard, le record est battu par Alstom. Ces poursuites ont systématiquement permis de mettre la pression sur ces entreprises et d'en faciliter le rachat par General Electric. Pour Patrick Cron, pas question d'admettre un lien entre ces poursuites pour corruption et le rachat d'Alstom. Pour le PDG, les raisons sont uniquement économiques. Arnaud Montebourg maintient toutefois que l'accord conclu
offrait de réelles marges de manœuvre. Écoutez, à l'époque, je pensais que nous avions les leviers, et sincèrement, que nous avions les leviers pour continuer finalement à défendre nos intérêts. Aujourd'hui, vous regardez le droit, mais il y avait une pratique qu'on avait imaginée dans la négociation. On pouvait parfaitement être très présent. Il fallait ne rien laisser passer, il fallait utiliser toutes les armes que nous avions, mais cela n'a pas été utilisé. Arnaud Montebourg avait réussi à obtenir 2 prérogatives. La nationalisation partielle d'Alstom permettrait tout d'abord à l'État d'empêcher la revente totale à partir de 2018 des activités liées à l'énergie. Ensuite, concernant le nucléaire, l'État restait souverain grâce à un droit de veto. Mais aucun de ces 2 boucliers n'a jamais été levé par la France. Aujourd'hui, le site internet d'Alstom ne mentionne plus aucune activité dans l'énergie, et celui de General Electric ne fait aucune référence aux coentreprises. À Belfort, les logos d'Alstom ont été retirés des usines, remplacés par des enseignes General Electric. L'alliance n'a jamais vraiment vu le jour. De manière générale, sur l'économie de l'accord, à partir du moment où vous avez un président de la République qui dit on accepte la proposition des Américains, après, tout mon travail, ça a été de rééquilibrer le mieux possible pour construire le plus possible de souveraineté nationale dans une entreprise qui était fondamentale pour nous. Mais en même temps, si le président de la République décide que l'accord a lieu, avec quoi vous allez négocier? Voilà. À l'heure de sceller le sort d'Alstom, les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Élysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Élysée, milite pour General Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Le lendemain, François Hollande se félicite de l'accord conclu. Ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite, sous mon autorité, par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg. Bonne chance, Manu. 2 mois plus tard, Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie, en charge du dossier Alstom. La nationalisation partielle impulsée par Arnaud Montebourg s'envole avec lui. Alstom semble désormais libre de revendre entièrement ses activités du secteur énergie. Quelles pourraient être les conséquences de ce rachat? Depuis 50 ans, la France a fait le pari du nucléaire. Aujourd'hui, nous avons 58 réacteurs qui produisent 75% de notre énergie nationale. Ces centrales représentent donc les 3/4 de notre production électrique. Chacun de ces réacteurs est composé de 2 parties. La première est le réacteur nucléaire, conçu par Areva, qui est la partie soumise à la radioactivité. La deuxième est la partie dite conventionnelle, fabriquée par Alstom, composée de la fameuse turbine Arabelle. Ces centrales sont exploitées par EDF. À travers ces 3 sociétés, la France avait donc le rare privilège de disposer d'une filière nucléaire complète. Notre autonomie énergétique est désormais remise en question. On a perdu un élément de contrôle de notre sécurité nationale sur le plan nucléaire. Rien que ça me paraît déjà quelque chose d'énorme. On aura une offre nucléaire bancale, puisqu'il nous manquera le turbo-alternateur, qui lui est propriété de General Electric aujourd'hui, alors que c'est nous qui l'avons développé, que c'était une technique qui était utilisée par 50% de l'industrie nucléaire mondiale, et nous l'avons vendue pour une bouchée de pain à General Electric, alors qu'elle était constitutive de ce qu'on peut dire la filière nucléaire française. On ne peut pas dire j'ai une filière française si jamais nous n'avons pas Arabelle, c'est absurde. Indirectement, ça va poser des problèmes à l'exportation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous allons être en situation de vendre les centrales nucléaires clés en main à l'étranger, eh bien que vont nous dire les clients en disant peut-être qu'une partie du savoir-faire est français, une grande partie du savoir-faire est français. Mais dans votre système, là, vous nous proposez des turbines Alstom. Or, Alstom est entre des mains américaines. Quelle garantie avons-nous, Chinois, quelle garantie avons-nous, Russes, pour prendre un exemple, d'avoir demain des pièces de rechange, des études de modernisation pour augmenter la durée de vie de nos turbines, qui nous dit que les Américains ne refuseront pas de les livrer.
Confier la fabrication d'un composant majeur de nos centrales à General Electric réduit inévitablement notre liberté d'exportation. Durant son bras de fer avec Patrick Cron, Arnaud Montebourg lançait déjà l'alerte. Donc la turbine Arabelle, par ailleurs, si elle passait sous contrôle américain, je ne suis pas certain que nous rencontrions autant de succès auprès d'autres pays auprès desquels nous avons aujourd'hui la sympathie vis-à-vis de notre industrie nucléaire qu'aujourd'hui. Février 2016, le groupe américain souhaite renégocier des contrats avec EDF. Pour faire pression, il stoppe la maintenance des centrales françaises. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, déclare que cet arrêt a imposé des mesures de sécurité exceptionnelles, dépassant les plans de secours habituels. Si le groupe américain est capable d'un tel chantage pour une simple renégociation de contrat, qu'en sera-t-il demain en cas de différend politique avec les États-Unis? Et il n'y a qu'à Belfort qu'on fabrique la turbine Arabelle. Alors des garanties verbales ont été données par les dirigeants de General Electric, mais à ma connaissance, il n'y a pas de garantie écrite du gouvernement américain. Il y a ceux qui vous disent il faut qu'on mette en place de nouvelles turbines capables qui soient purement françaises. C'est pas possible, on est déraisonnable, ça coûterait trop cher, donc c'est cuit. Hein. Et les autres qui disent ça veut dire qu'il faudra qu'on se mette d'accord avec les Américains, mais ça veut dire qu'on devient des vassals. Par ailleurs, Alstom Énergie avait un rôle absolument fondamental aussi dans le développement des énergies renouvelables, avec des compétences très importantes sur l'hydraulique, qui est la première source d'électricité renouvelable de France, sur l'éolien offshore notamment. Laisser partir Alstom, ça veut dire perdre une capacité française extrêmement importante dans la compétition mondiale qu'il y a sur les énergies renouvelables. Donc c'est pas seulement le problème du nucléaire qui est posé avec la vente d'Alstom à General Electric, c'est aussi la capacité de la France à porter une offre industrielle compétitive dans le domaine des énergies renouvelables. Autre conséquence préoccupante, Alstom a conçu, fabriqué et entretenu des pièces importantes de notre marine nationale. En particulier le turboréducteur 61 SW du porte-avions Charles de Gaulle. Cette fois-ci, c'est un pan de notre souveraineté, sinon de notre indépendance militaire qui est atteint. Il y a déjà quelques décennies, une partie des filières fabriquant les turboréducteurs ou les turboaltères sur les bâtiments français avait été rachetée par les Américains. Donc déjà, une partie de nos fournitures était entre des mains américaines. Mais là, avec cette vente d'Alstom Énergie, c'est la totalité de notre capacité à produire des turbines nationales qui a disparu. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui totalement dépendants. Mais ça veut dire que les Américains sont aujourd'hui en situation de nous bloquer la livraison de pièces de rechange si nous avons un désaccord avec eux. Imaginons que nous nous retrouvons dans la situation de 2003, lorsque nous nous sommes opposés avec virulence et justesse à l'invasion totalement illégale et illégitime des Américains en Irak. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Si demain la situation se produisait à nouveau, eh bien dans ce contexte, les Américains pourraient très bien nous dire « Nous n'avons pas de pièces de rechange à vous livrer pour vos sous-marins nucléaires, pour vos porte-avions et pour un certain nombre de navires de surface. » Pourtant, à l'Assemblée, chaque groupe d'opposition a un droit dit de tirage, c'est-à-dire d'ouvrir une commission d'enquête sans l'aval de la majorité ni du gouvernement. Jacques Millard a demandé une commission d'enquête le 7 mai 2014, soit dans la période allant d'octobre 2013 à juin 2014, durant laquelle l'opposition pouvait utiliser son droit de tirage. Or, ce droit n'a jamais été utilisé, pour l'affaire Alstom ou pour aucune autre affaire. L'opposition, elle a ce qu'on appelle un droit de tirage. Donc elle a le droit, pas simplement de demander une commission d'enquête, elle a le pouvoir de provoquer la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est un droit très important de l'opposition. Et force est de constater que ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que l'opposition, malgré ses déclarations, n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'elle avait le pouvoir de provoquer la création de cette commission d'enquête. Mais pourtant, pourquoi est-ce que les Républicains n'ont pas monté cette commission d'enquête? Ils en avaient la possibilité en étant indépendamment du gouvernement. Je pense aussi, et vous le savez, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne souhaitaient pas que tout cela vienne dans les feux de l'actualité. Les noms, vous les avez, vous les citerez vous-même. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente,
2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, est la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Est-ce pour cela que la commission d'enquête n'a jamais vu le jour? S'il n'y a aucune preuve, des questionnements subsistent. Donc on a véritablement une démission de la Maison France sur ce dossier, avec effectivement des gens qui travaillaient pour soit des avocats, soit pour des groupes industriels, et qui ont servi, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'ils ont été payés, non, mais ils ont servi ce qui apparaissait comme une affaire privée, alors que ça n'en était pas une, les intérêts américains. Alstom est loin d'être un cas isolé. D'autres entreprises françaises de pointe, dans les domaines de l'énergie, sont poursuivies par les Américains. Depuis peu, l'autre géant du nucléaire français, Areva, pourrait se retrouver dans le viseur du département de la justice. Une entreprise française de plus, visée par l'extraterritorialité des États-Unis, qui met en péril notre industrie. Vous avez eu Total. Total, ils ont mis chez Total un contrôleur suite aux affaires qu'il y avait eu avec l'Iran. Donc Total est contrôlé par les Américains au niveau de toutes ces opérations internes. Vous avez eu Peugeot. Ils ont fait fermer l'usine de Peugeot en Iran. Ils ont mis Peugeot, ils ont pratiquement poussé Peugeot à la faillite. Coup de chance, ça s'en est sorti, mais tout juste. Hein. Bon, uniquement par application des lois américaines. Vous avez Technip qui a été racheté, sans coup fait rire. Vous avez Alstom. Vous avez Alcatel qui a eu la même histoire qu'Alstom. Là, le problème, c'est que le gars, il n'a pas été arrêté depuis l'Indonésie, il a été arrêté pour une affaire au Costa Rica. Même principe, même résultat. La BNP, souvenez-vous de l'affaire de la BNP. Hein, on a fait payer une fortune à la BNP aussi, donc ça en fait beaucoup quand même. Et c'est pas fini. 4, voire 5 entreprises sont dans le collimateur des États-Unis. Airbus, c'est une chose qui a malheureusement commencé. Sanofi, Areva et la Société Générale, et peut-être une autre. Donc ces 4 entreprises-là, à notre connaissance, sont d'ores et déjà ciblées par les autorités américaines. Donc on est vraiment dans des situations qui sont absolument ubuesques et qui malheureusement ne sont pas assez portées à la connaissance du public. Les autorités françaises oseront-elles et sauront-elles un jour contrer ces offensives américaines? Hormis quelques timides tentatives juridiques, aucune stratégie n'a encore été proposée pour stopper l'hémorragie. En attendant, certains regardent les trains d'Alstom, seul secteur encore français de l'entreprise, et se demandent si ce savoir-faire national sera lui aussi avalé par un groupe étranger.